Pierre m'a demandé d'évoquer en quelques minutes cette fabuleuse aventure que nous avons vécue sur les hauts plateaux du Vercors et particulièrement dans la partie dite des Grandes Lapiazes. En fait, c'était une affaire, non pas nationale, mais disons que la presse régionale a donné un certain retentissement à une première traversée qui était en fait non pas quelque chose de bidon, mais quelque chose d'assez anodin. Bon, nous étions innocents, parfaitement un peu naïfs, c'est vrai. Nous connaissions le Vercors, Jean-Pierre avait lu un livre fort bien écrit sur les hauts plateaux du Vercors, les Erges, le purgatoire. Ah, le purgatoire, rien que ce mot, ça évoque plein de choses. Et comme quoi, il s'agissait d'une région inhospitalière, où chaque pas, on pouvait disparaître dans un trou, caché par de la végétation, etc. Bon, donc cela nous faisait rêver. Je me suis rendu à Grenoble pour rencontrer un journaliste que je connaissais, un responsable de la rédaction grenobloise, qui couvrait les événements, enfin les activités du club Spéléo de Valence. Je lui ai apporté un article pour le club et en même temps je lui ai évoqué ce projet. J'ai dit bah tiens, avec deux camarades du club, nous avons envie de monter une petite expédition dans une zone qui paraît assez mal connue, inexplorée, qui s'appelle le Purgatoire. Alors, Claude Muller a ouvert tout grand ses yeux, le Purgatoire, et puis quelques semaines avant, les médias de toute l'Europe, voire du monde, avaient largement couvert l'exploit d'un Américain, je crois, ou enfin d'un homme seul, qui avait traversé ce qu'on appelait le désert de la mort. Alors le fait de traverser des zones inhospitalières, ça a donné une idée à ce charmant journaliste et ce sympathique journaliste qui voulait me rendre service. Il dit bah, écoutez, si vous voulez Gérard, moi je peux vous faire un petit article là-dessus, ou même un gros article. Alors cela m'a peut-être un peu monté la tête. J'ai dit ouais, je vais vous envoyer les dossiers. Et dans les semaines qui ont suivi, avec Jean-Pierre et Bernard Moratal, nous avons dit il faut donner un nom à cette expédition. Parce qu'après tout, c'est peut-être effectivement la première fois qu'on va traverser les Grands Lapiazes du Vercors du sud au nord, en une seule traite, hors des sentiers battus. Alors, je prépare un dossier, finalement on dit il faut donner un nom, on a trouvé un nom, la première traversée des Grands Lapiazes, ou du Grand Lapiaz. Et puis j'ai dit, ben, faudrait peut-être qu'on se fasse sponsoriser, après tout pourquoi pas. Entre-temps, Claude Muller commence à faire une première petite notule sur un journal, un petit article préliminaire annonçant qu'une expédition se prépare. Ce sera la première traversée des Grands Lapiazes du Vercors, que le journal allait suivre cela de près. Du coup, j'ai envoyé les dossiers à Europe 1, à Radio Luxembourg, en me disant ben, ils vont peut-être nous envoyer des radioreporters. Je leur ai même proposé, moyennant éventuellement un contrat en bonne et due forme, et même rémunéré, de leur accorder l'exclusivité de rendez-vous radiophoniques chaque jour concernant l'expédition de la première traversée des Grands Lapiazes. Enfin, le journaliste du Dauphiné Libéré
nous fait une demi-page dans les éditions de toute la région Rhône-Alpes, avec photos à l'appui, plan de la traversée, de l'itinéraire, première traversée la première traversée des Grands Lapiaz du Vercors. Je cherche donc des sponsors et j'écris une lettre à M. Édouard Frindot, qui a été un très grand alpiniste et qui avait monté une affaire de vente de matériel de haute montagne, donc qui habitait, je crois, en Haute-Savoie. Et je dis, ben voilà, nous montons une expédition, la presse va largement couvrir l'événement, est-ce que vous pourriez nous consentir, on a besoin de matériel, une réduction importante sur votre matériel. J'ai reçu une lettre d'Édouard Frindot. Alors, nous avons fait imprimer chez l'imprimeur donc des lettres en tête, première traversée des Grands Lapiaz du Vercors, une adresse, siège social, etc. Ça faisait donc très sérieux. Monsieur Édouard Frindot a envoyé une lettre en disant que la publicité ne l'intéressait pas, mais que toutefois, il était très heureux de pouvoir encourager des jeunes qui aimaient la montagne et qui nous accordaient tout à fait exceptionnel 50% de remise sur son matériel. Bien. Alors, nous passons commande de matériel. Voilà, j'en ai encore des traces ici. Une magnifique doudoune KW, une doudoune K2 qui peut être portée jusqu'à -40 et qui a équipé des expéditions à l'Himalaya. Mon camarade Bernard Moratal a également commandé du matériel, on a commandé des superbes chaussures. Alors, je me suis dit, bon, puisque la presse va en parler, il va falloir prévoir un centre de presse. Alors, j'ai imaginé l'idée d'un camp de base que nous allions installer à Darbounouz, dans la prairie d'Arbounouz, camp de base qui servirait de centre de presse, hein, où là, il était prévu que deux camarades, un Christian et un Frédéric, resteraient au camp de base et reliés par talkie-walkie avec l'équipe d'exploration, pourraient comme ça, jour après jour, donner des nouvelles aux journalistes que nous espérions nombreux venir à notre camp de base, centre de presse. Commande du matériel chez Édouard Frindot. Édouard Frindot donc nous prépare le matériel, nous montons une journée pour aller le chercher à sa boutique, à son entreprise. Et là j'arrive, on nous présente sur le comptoir tout le matériel commandé, il y en avait quand même pour une somme assez conséquente. Et au moment et entre-temps, entre le moment où la commande a été passée et le moment où on a été prendre la livraison, M. Édouard Frindot a décédé. Arrivant donc chez ceux qui étaient ses héritiers et qui prenaient la suite, c'était des membres de sa famille, il nous livre le matériel, ça faisait une facture quand même assez conséquente, avec une petite réduction de 25 ou 30%. Je disais, écoutez, madame, M. Édouard Frindot nous avait accordé 50% de réduction. Ah non, jamais M. Édouard Frindot n'a accepté 30%. Et j'avais la lettre d'Édouard Frindot signée de sa main et j'ai montré à cette dame et la dame, ah bon, si M. Édouard Frindot l'a voulu ainsi, on va vous accorder 50%. Donc les jours passent, pour une série enfin un concours de circonstances, notre expédition qui devait compter au départ 5 personnes, dont 2 au camp de base, 3 Jean-Pierre, son frère Bernard et moi-même, il y a eu des défaillances pour des raisons professionnelles ou autres, et nous nous pointons le jour J1, qui était annoncé dans la presse. Aujourd'hui, Jean-Pierre Moratal, Gérard Foissotte et Bernard Moratal sont partis sur la première traversée du Grand Lapiaz, et ce jour même, nous montons donc jusqu'à Darbounouz avec armes et bagages, des cartons pour une vingtaine de jours de nourriture pour le camp de base, avec des courgettes, des tomates, des primeurs, et puis tout le matériel, tout notre... Donc pour des raisons professionnelles, j'ai dû me désister. Je n'ai pas pu participer au départ de la première traversée du Grand Lapiaz. Toute l'équipe se trouve tout en haut, là au-dessus de la prairie d'Arbounouz. Et là, qu'est-ce qu'on voit arriver de très loin, car la prairie d'Arbounouz est
très longue, donc de très long, on va arriver le berger avec un bâton. Il montait chez nous, on sentait qu'il venait avec une certaine hostilité quand même. Et là, il nous agresse presque en disant « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que... » Je dis « Ben voilà, nous allons installer le camp. Ah, le camp de base, mais c'est moi, le berger, qui loue la prairie d'Arboulouse. Vous auriez pu me consulter, etc. etc. » Je dis « Ah ben j'ai essayé de vous joindre, mais je ne savais pas trop où vous joindre. Fallait écrire à la mairie de la Chapelle, c'est à elle que je loue la prairie. Il n'est pas question que vous bivouaquez ici. » Bon, et il montrait son bâton, il avait l'air vraiment très menaçant. Et finalement, il dit « Ouais, moi j'ai appris ça en lisant dans le journal. » Je dis que c'est quand même un peu fort. J'apprends qu'une expédition est montée, qui va planter son camp de base dans ma prairie que j'ai louée. Et finalement, j'ai pu un peu parlementer, ça a duré un quart d'heure. Puis il a accepté que nous plantions notre petite tente en camp de base. Il a dit « Mais vous mettrez dans une petite prairie secondaire où personne ne puisse vous voir. » Voilà. Donc, on monte notre camp de base. Pour des raisons XY, finalement l'équipe s'est trouvée totalement défaillante. Je ne sais plus pourquoi, mais tout le monde a dû rentrer à la maison et il ne restait plus que sur place le jeune Christian de 14 ans et moi-même. On a planté notre camp de base et il y avait bien un camp de base et un centre de presse, mais il n'y avait plus d'expédition. J'arrivais à mon entreprise et quelques minutes avant, en allant acheter le journal Le Dauphiné libéré, je lis que j'étais parti pour faire la traversée du Grand Lapiaz avec Gérard Froissart, Bernard Moratal et Jean-Pierre Moratal. Le prologue, c'est que j'avais également sollicité, il faut quand même le dire, non seulement le soutien d'un médecin de l'expédition, qui devait être le médecin officiel de l'expédition, mais également le soutien d'un biologiste qui était un membre du club Spéléo, Pierre Réveillé, qui nous a confié, dans le cadre de cette mission, la capture de cavernicoles dans des crevasses des hauts plateaux, ce qui n'avait jamais été fait. Donc il y avait aussi une mission biologique. Il nous avait donné tous les produits pour cela. Il nous avait même fourni le nécessaire pour faire face aux piqûres, aux morsures de vipères. Et il nous avait même concocté des petits sachets qu'il avait lui-même pesés au pèse-gramme dans son laboratoire d'un produit pour pouvoir désinfecter l'eau, car bien sûr dans cette région il n'y avait pas d'eau, donc on allait boire de l'eau plus ou moins croupissante qu'on devait désinfecter. Donc tout cela était parfaitement bien organisé. Maintenant, le prologue, c'est que l'expédition n'a pas pu avoir lieu, que jours après, des spéléologues du Vercors, de Villard-de-Lans, je crois, connaissant bien le Purgatoire, les Grands Lapiaz, ont publié un article dans le Dauphiné libéré. Ils ont demandé à faire passer un article où ils disaient que tout cela était bidon, hein, que si messieurs Jean-Pierre Moratal, Bernard Moratal et Gérard Froissart s'égaraient à quelque endroit que ce soit dans le Grand Lapiaz, ben, ils seraient tout à fait disposés à aller les secourir et même à refroidir leurs pieds endoloris si c'était nécessaire à leur arrivée à Corançon. Ça, c'était un point. Il faut aussi savoir que 10 ans plus tard, cette expédition du Grand Lapiaz était évoquée, mais avec raillerie, dans certaines publications officielles concernant les hauts plateaux du Vercors. Un point quand même positif, et là nous aurons laissé une trace pour la postérité, c'est que pour créer cette expédition, je l'ai dit tout à l'heure, nous avions créé un nom, le Grand Lapiaz, la traversée du Grand Lapiaz, et ce terme Grand Lapiaz n'existait pas. Et comme j'avais sollicité de l'Institut géographique national de l'IGN une collaboration, l'IGN m'avait confié effectivement, m'avait envoyé gratuitement des cartes du terrain, du secteur, en acceptant ma collaboration pour pouvoir éventuellement modifier leur carte en étant sur le terrain.
comme j'avais évoqué cette région en l'appelant le Grand Lapiaz, l'IGN a trouvé cette appellation très plaisante et très appropriée, et c'est depuis, grâce à notre expédition qui n'a jamais eu lieu, que sur les cartes IGN, vous pouvez trouver que toute cette région du Purgatoire des Serges s'appelle le Grand Lapiaz. Donc j'arrivais à mon entreprise et quelques minutes avant, en allant acheter le journal Le Dauphiné libéré, je lis que j'étais parti pour faire la traversée du Grand Lapiaz avec mon patron se fut surpris de me voir, puisqu'il avait le journal et qui disait, et qui m'a interpellé, et qui m'a dit « Qu'est-ce que c'est cette histoire de Grand Lapiaz? Vous êtes où là? Vous êtes avec nous ou vous êtes sur le Grand Lapiaz ?» J'ai évoqué la présence d'un jeune Christian Hort, 14 ans, qui devait donc être au camp de base. Il faut dire, et ça c'est un petit côté assez amusant aussi, que Christian était donc un Lyonnais, que son père était typographe donc aux imprimeries du Dauphiné libéré à Lyon, et que c'est son père qui a eu à traiter la typographie de l'article qui parlait de l'expédition au Grand Lapiaz. Et c'est en préparant la typographie de cet article que son père a découvert que son fils, Christian Hort, était membre de l'expédition. Il avait donné son accord pour qu'il fasse une randonnée sur l'expédition, mais il n'avait jamais pensé qu'elle aurait une telle couverture médiatique, notamment par son journal. Oh, mais regardez, il a montré à tous ses ouvriers, à tous les autres ouvriers de l'imprimerie du Dauphiné. Regardez, c'est Christian Hort, c'est mon fils, il fait partie de l'expédition du Grand Lapiaz.